Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue chez le Psy du Travail. Laissez-moi commencer par des petits remerciements à celles et à ceux qui ont relayé l'épisode du podcaston, l'épisode précédent. Ça a permis de mettre en lumière l'association Diffusion des connaissances sur le travail humain, DCTH, et de faire connaître modestement à notre échelle le site Souffrance et Travail. Merci pour ces relais et merci pour les dons. Pour ce mois d'avril, un épisode un peu différent. Il s'agit d'une intervention que j'ai faite tout récemment à l'Union départementale du Rhône de la CGT pour la Fédération des sociétés d'études, autour d'un thème qu'on m'avait proposé, qui peut paraître simple en apparence, mots MAUX et mots MOTS du management. Agilité, engagement, bon stress, résistance au changement, tous ces mots sont partout, mais qu'est-ce qu'ils disent du travail et surtout qu'est-ce qui nous empêche de voir ? Dans cette petite intervention, je vous propose de prendre ces mots au sérieux pour montrer qu'ils orientent la manière dont on comprend et dont on aborde les problèmes, parfois au point de passer à côté du travail réel. Merci à l'UD et à la Fédé pour leur invitation et bonne écoute. Peut-être pour démarrer, on dit souvent qu'il faut démarrer par une citation. Moi, la meilleure citation que j'ai trouvée, c'est celle de Coluche, qui disait si les gens arrêtaient d'acheter, peut-être que ça arrêterait de se vendre. Et je pense qu'avec les mots, on est un peu dans le même sujet. C'est-à-dire que si on arrêtait de les utiliser, si on arrêtait de les mettre partout, certains mots, peut-être qu'on arrêterait d'être envahi par eux. Alors je pense, puisqu'on est dans l'univers ici du travail, ce soir on va échanger sur la question du travail, à des mots comme agilité, performance, excellence, des mots comme ça qu'on entend à longueur de temps, les soft skills, l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là ? Qu'est-ce qu'on a comme représentation derrière ? Comment articuler la question du mal-être au travail, les mots MAUX, avec justement tout ce vocabulaire, tout ce langage qu'on qualifie de langage managérial parce que bien souvent, c'est par là que ça nous arrive. Alors sur les mots MAUX, les problèmes, on les connaît. On va pas y passer 107 ans. Je vous ai mis des graphes que vous pouvez absolument pas lire, mais je vais juste vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Ici, vous avez le bulletin d'épidémiologie, le dernier en date de Santé publique France, qui a traité de la prévalence des risques psychosociaux et de la souffrance au travail dans les entreprises françaises. Et donc là, c'est le nombre de personnes qui sont concernées par l'ensemble des souffrances psychiques au travail. Ici, vous avez les femmes, ici, vous avez les hommes. Donc déjà, vous voyez que les femmes, elles ont 2 fois plus d'exposition et donc de souffrance au travail d'un point de vue psychique que les hommes. Et c'est un nombre qui est considérable, c'est 6%. Et là, on ne parle pas de « ça va pas », on parle de choses qui sont prises en charge avec parfois même jusqu'à de l'hospitalisation. Donc il y a quand même un sujet risques psychosociaux, je pense qu'on est assez d'accord. Ici, je vous ai mis les affections psychiques qui sont reconnues comme maladies professionnelles. Bon, la courbe, elle part pas de zéro, mais on voit que ça a doublé. Alors, il y a un effet reconnaissance, évidemment. Avant, on les déclarait pas, donc on partait forcément de zéro, donc on monte forcément vite. Mais là aussi, 2200 par an, c'est 2200 individus, femmes ou hommes, qui s'arrêtent de travailler, parfois définitivement, pour des raisons psychiques liées au travail. Donc, qui ont subi une pression, qui ont subi de la souffrance, et qui sont obligés d'être écartés du travail de manière longue, voire définitive, à cause de ces souffrances-là. Ici, vous avez les TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour faire plaisir aussi aux ergonomes. J'en ai un devant moi, donc on va essayer de leur faire honneur aussi. Les troubles musculo-squelettiques, c'est les liaisons articulaires. C'est quand on fait du travail répétitif, qu'on fait du travail à la chaîne. On a également entendu parler d'une baisse. Est-ce qu'on considère que ça c'est une baisse ? Moi non, je considère que c'est un plateau. Mais là aussi, on voit que, y compris dans le registre physique, on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que ça va pas. Donc les problèmes, on les connaît. On est sur quelque chose qui est au-delà de l'anecdote. Aujourd'hui, il y a de la souffrance au travail.
dans tous les secteurs, qu'on soit dans un métier plutôt tertiaire, plutôt industriel et de service, c'est exactement la même chose. Il y a de la souffrance au travail en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Derrière ces mots MAUX, il y a des mots MOTS, et c'est là qu'on essaye de faire la jonction. Et ces mots, ils sont quand même extrêmement confus. Quand on est en expertise, comme c'est mon métier, on passe parfois beaucoup de temps à comprendre, mais de quoi est-ce qu'on nous parle? Moi, je me souviens d'une mission où on m'avait demandé de réduire l'absentéisme. Réduire l'absentéisme. Si vous dites il faut réduire l'absentéisme, vous dites bah oui, l'absentéisme c'est quelque chose de mal, donc c'est une défection. C'est un salarié ou une salariée qui n'est pas là et qui devrait être là. Mais si comme moi vous voyez l'absence au travail comme une ressource, parce que quand on est malade, il vaut mieux pas aller travailler, pourquoi vouloir réduire l'absentéisme? Non, il faut réduire les causes qui font que les gens vont pas bien et qui vont se trouver malades et tomber malades. Mais la façon dont on définit le mot absentéisme, déjà en soi, porte une vision de ce qu'on va avoir envie de faire. Vous l'avez tous entendu, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous n'êtes pas encore sorti de votre zone de confort, vous avez tout raté. Vous n'avez pas la Rolex, vous n'êtes pas sorti de la zone de confort. Vous avez tout raté. Sauf que pour moi, une zone de confort, vous l'avez tous entendu l'expression. Pour moi, une zone de confort, pour moi, le psychologue du travail, c'est une zone d'expertise. Moi, ma zone de confort, c'est ce que je sais faire. Je sais pas faire la plomberie. Je suis nul en plomberie. Je sais faire des expertises CSE. Ça, je sais le faire. Est-ce qu'il faut que j'aille vous faire votre plomberie? Non, parce que c'est pas mon expertise. Vous voyez, derrière l'injonction « sortez de votre zone de confort », quand elle est utilisée dans le travail à des fins managériales et pour motiver les gens et pour leur demander de faire un certain nombre de choses, il faudrait passer un petit peu de temps à définir. Qu'est-ce que c'est que pour vous la zone de confort? On entend encore parler de ce fameux bon stress. C'est comme le chasseur, il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. C'est quoi le bon stress? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je subisse du stress? Est-ce qu'il y a vraiment un bon stress? Toute la recherche médicale, toute la recherche psychologique vous dit le contraire. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je m'expose à du stress? Parce que d'un seul coup, on mettrait bon devant. Il y a la bonne maladie peut-être, alors à ce moment-là, ton bon malade alors à ce moment-là. Vous voyez, il y a quand même des choses qui sont comme ça, qui paraissent naturelles dans le discours managérial et qui posent de nombreux problèmes. Je le redirai à un autre moment, mais moi, la phrase qui me choque le plus dans les interventions que je fais, c'est « je suis en RPS ». Non, vous n'êtes pas en RPS. Vous êtes plongé dans une situation de travail qui génère des RPS. C'est pas « je suis un RPS ». C'est bon, après, le fameux les plans de sauvegarde de l'emploi, ça sauve quoi de qui et qui veut quoi? Ça consiste à licencier des gens. La sauvegarde de l'emploi, ça consiste à licencier des gens, un PSE. Donc pourquoi on appelle ça sauvegarde de l'emploi? Donc c'est très confus tout ça. Moi, la seule chose que je sais, parce que je l'ai étudié et parce que je crois que l'expérience que tout un chacun et tout à chacune ici a du quotidien peut approuver cette façon de voir les choses, c'est que les mots, derrière les mots, il y a toujours une théorie du sujet ou une théorie de l'acteur. Les deux termes peuvent s'entendre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de cadrer. Si je vous dis « les gens résistent au changement », il y a de la résistance au changement. Les gens, ils veulent pas le projet là qu'on est en train de faire dans l'entreprise. Il y a de la résistance au changement. Je pose un a priori, je pose une hypothèse qui est que les gens sont rétifs au changement, qu'ils sont inertiels, qu'ils n'aiment pas changer. Sauf que ça, on l'a jamais montré. Ça n'existe pas, la résistance au changement. Christophe, je te fais un chèque d'1 million d'euros. Tu vas pas me dire « Ah non, j'ai peur, ça va changer ma vie ». Tu vas l'accepter. Donc, t'as pas peur du changement en soi. Tu as juste une expérience que quand ton patron il te dit « Maintenant, ça va être comme ça », c'est louche. Faut que je me méfie, quoi. Ça, c'est pas de la résistance au changement, c'est de l'expérience. Ça n'existe pas, la résistance au changement, c'est une invention. On a parlé du bon stress. Si je dis on va mettre un peu de bon stress, j'en déduis dans ce discours-là que les acteurs ils sont stimulés par la tension, qu'il faut les mettre un peu en tension, que les gens qui sont pas en tension, peut-être ils travaillent moins bien ou moins vite ou quoi. Mais ça sort d'où ce truc-là? On l'a jamais démontré nulle part. On a même plutôt montré le contraire d'ailleurs, que le stress est plutôt générateur d'inefficacité plutôt que de motivation. Ça, c'était pour le registre individuel. Et dans le registre collectif, on entend des choses aussi. On entend parler de la génération Z, le management intergénérationnel. Alors là, c'est le sommet du vide.
Vous vous rendez compte que mon rapport au travail et le vôtre pourrait être conditionné par votre année de naissance. Ça sort d'où un truc pareil, quoi? Alors évidemment, quand on appartient à une génération, on a des attentes différentes, on a un vécu différent. Moi, vous avez vu la couleur des cheveux, quand j'avais 15 ans, j'avais pas de smartphone. Bon, bah, évidemment, ça change. Ça change la vie, d'être né avec, la génération smartphone, évidemment. Mais en rien du tout, ça n'impacte votre, implication au travail, votre envie de travailler, votre engagement au travail. Rien, en rien du tout. Ce qui impacte l'engagement au travail et le rapport au travail, c'est les conditions sociales. Si vous êtes riche et diplômé, vous voyez pas le travail comme un pauvre non diplômé. Voilà, ça on le sait, ça on l'a démontré. Mais l'année de naissance ne compte absolument pas dans ces sujets-là. Bah, néanmoins, on va quand même vous bassiner avec la Gen Z et vous envoyer dans des formations management générationnel, intergénérationnel, où vous allez coller les post-it et perdre votre temps. Il y a le discours aussi de l'excellence opérationnelle, du lean management, l'agile, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des choses qu'on rencontre beaucoup, alors au début dans l'industrie, maintenant un petit peu partout, y compris dans les services. Et quand on dit on va passer en lean, quand une direction vous dit on va déployer un mode de management qui est le lean, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un mode de management comme un autre, c'est une méthode managériale comme une autre, bah, il y a des a priori derrière. Sauf qu'on vous les expose jamais ces a priori. On vous dit pas, bah, le modèle du lean, c'est qu'il faut que le groupe soit mature. Mais déjà mature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupe qui va travailler dans un modèle de management comme le lean ou comme l'agile, il doit maîtriser la méthode. Et ça va jusqu'à un point, moi j'ai travaillé en environnement lean, je viens de l'industrie, j'avais une médaille d'or, moi. J'avais la médaille d'or du lean, parce que dans mon entreprise, on passait des médailles comme ça, et celui qui maîtrisait bien tout, il avait une médaille. Donc, derrière les mots du management, tous les mots que j'ai évoqués là, bon stress, résistance au changement, lean management, génération Z, etc., il y a une théorie du sujet. Une théorie du sujet, c'est quand chacun d'entre nous, on a une idée de comment se comportent les gens. Et on y croit à cette idée, on en est sûr de cette idée. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, on a une idée de qu'est-ce que c'est être motivé. Comment on motive les gens. On a tous une idée. Pas de bol, personne n'a la même que son voisin ou que sa voisine. On a tous une idée de comment ça se passe dans la tête des autres. Sauf que on a tort la plupart du temps, et que le seul moyen de savoir ce qui se passe dans la tête des autres, c'est de faire de la recherche. Et encore, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête des autres, on peut en voir des traces. Donc il y a un cadrage derrière tous les mots, et moi je vais vous proposer un petit détour. J'adore citer ces études-là, c'est mon dada. Je me suis intéressé sur les conseils d'un anthropologue qui s'appelle Michel Forestier, que j'avais eu la chance d'interviewer. Et il m'avait dit, tu vas t'amuser si tu vas lire la littérature coloniale et juste post-coloniale, donc les années 50-60, pour faire très court, et voir comment les ethnologues, les sociologues, etc., allaient parler des personnes qu'on avait colonisées sur l'ensemble de la planète. Et je suis tombé donc dans une revue où un Français, Jean Gallet, qui est soi-disant ethnologue, est parti étudier comment les paysans dogons cultivent la terre et comment ils organisent leur agriculture. Et donc quand on regarde, je vous demande pas de le lire, parce qu'en plus j'ai pas tout mis, mais quand on regarde ce qu'écrit Jean Gallet en 1958 sur les paysans dogons, il commence par expliquer, ils ont rien compris. Il y a de l'eau ici, il y a de la terre là. Au lieu de canaliser l'eau, ils prennent la terre et ils l'emmènent là-bas. C'est archaïque. Après, il nous dit, mais ils font leur maison, mais c'est n'importe quoi. C'est pas droit, c'est pas à l'angle machin, c'est pas ça. Enfin, c'est pas joli, quoi. Et puis, là, après, il nous fait des calculs. Là, j'ai mis une page de calcul. Il y a des tonnes de calculs parce que le paysan dogon, il a 3-4 cultures. Mais s'il faisait aussi du café, il en boit pas, le dogon, mais s'il faisait aussi du café, du tabac, il fume pas. S'il faisait aussi, je sais pas quoi, machin, alors il pourrait augmenter son rendement de tant de %, etc. Il y a tout un calcul savant avec 3 chiffres après la virgule. Sauf que quand vous lisez des gens plus sérieux, ils vont vous expliquer que les dogons, ils ont un rapport à l'eau. L'eau, c'est sacré. Vous savez que là-bas, il y en a pas beaucoup, donc l'eau, c'est sacré, donc on canalise pas l'eau.
Donc c'est pour des raisons un peu religieuses ou spirituelles que les Dogons ont choisi de transporter la terre et pas l'eau. On nous apprend également que les matériaux qu'ils utilisent pour construire leur maison ont une durée de vie de 5 ans. Donc ils s'amusent pas à tout mettre au cordeau, au millimètre, au machin, parce que tous les 5 ans, ils défont la maison et puis ils la refont, parce qu'ils utilisent des matériaux comme ça. On apprend tout un tas de choses par rapport à c'est quoi le réel en fait, hein. C'est quoi la vie des Dogons, c'est quoi leur monde, c'est quoi leur univers, c'est quoi leur imaginaire, comment ils se sont organisés, comment ils gèrent le foncier, le cadastre, les relations entre les gens, comment ils gèrent la hiérarchie sociale. Tout ça, ça vient en fait expliquer pourquoi le Dogon il fonctionne comme ça et il cultive sa terre de cette façon-là. Mais ça, Jean Gallet, il s'en fout en fait. Il vient avec ses représentations. Il vient avec ses mots, il vient avec son cadre. Et son cadre, c'est en 58, le début des 30 Glorieuses, il faut faire le TGV, il faut faire la centrale nucléaire, il faut reconstruire la France, donc il faut de la productivité, donc il faut aménager le territoire, etc., etc. Sauf que c'est pas l'univers mental du Dogon, c'est l'univers mental du Français en 1958. Et évidemment que là, ça pourrait passer pour une critique du colonialisme, et c'en est une, et il faut critiquer le colonialisme, hein. Mais est-ce que c'est pas des fois un petit peu pareil chez nous, dans nos boîtes, dans nos entreprises, dans notre façon de fonctionner? Parce que Jean Gallet, en gros, il nous dit quoi? Il nous dit les Dogons, ils sont archaïques, improductifs, ils sont oisifs et oisives, c'est des feignasses, quoi, en gros, hein, pour le dire court. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Mais pour beaucoup de nos managers, quand on leur dit il y a des problèmes, ils vous répondent tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a dit avant. Ils vous répondent vous n'êtes pas assez engagé, on va vous faire un questionnaire d'engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à un questionnaire d'engagement. Le dernier que j'ai vu, c'est chez un client. Donc vous répondez à des questions et ça dit si vous êtes plus ou moins engagé. Sauf que c'est une note sur 10. Et si vous avez 7 ou moins, vous êtes convoqué par la direction. Il dit c'est marrant, tout le monde a plus de 7. Donc, quand on produit des effets, il ne faut pas s'étonner qu'ils se réalisent, quoi. Donc on est trop vieux, on est trop jeune, on est trop résistant au changement, enfin on est tout ça. Et quand on fait ça, on est dans la même posture que l'ethnologue qui va dire au Dogon, il faudrait construire ta maison autrement, il faudrait faire les choses autrement. On ne regarde pas le réel, on ne regarde pas ce qui compte pour les gens. Parce que quand quelqu'un est jugé comme étant insuffisamment engagé, si vous allez le voir et que vous lui demandez c'est quoi ton travail, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que ça coince, qu'est-ce qui te permet de faire un travail de qualité? Pourquoi c'est important de faire ce geste et pas celui-là? Pourquoi c'est important de le faire comme ça? Quand vous faites ce travail-là, vous trouvez tout un tas de raisons et avec toutes ces raisons, vous pouvez construire quelque chose avec la personne en dialogue. Mais si vous venez avec votre grille et que vous dites de toute façon, lui c'est un vieux, excuse-moi, mais je peux. Lui c'est un vieux, t'es un gène X toi, hein, au moins. Ouais. Lui c'est un X, l'autre c'est un Y, donc ils vont pas s'entendre parce que j'ai vu ça sur LinkedIn. Eh bien, vous avez posé un décor et vous pouvez plus discuter, vous pouvez plus revenir au réel, vous avez posé un cadre. Donc c'est la même logique qui s'applique ici, juger à partir de son cadre et montrer qu'on adhère à une théorie du sujet qui n'est pas une théorie du travail, qui n'est pas une représentation de ce qui se fait dans le travail. L'important, c'est de regarder ce qui se fait dans le travail. Alors pourquoi tout ça, ça tient quand même? Donc là, je vous ai mis une photo d'un Allemand, c'est Max Weber, pardon. Max Weber, il nous a appris quelque chose de très très important. On est à la jointure entre le 19e et le 20e siècle. On a une vision de la sociologie héritée de Durkheim et tout ça à l'époque. Bon. Et Weber, il nous amène quelque chose qui est la sociologie compréhensive. Et il nous dit, oui, les sociologues, vous avez raison de regarder pourquoi les gens agissent en fonction du sens qu'ils mettent dans leur action. Les gens, ils font les choses parce que c'est censé pour eux. Pour moi, ce matin, ça a été censé de me lever, de mettre une chemise, de prendre la voiture, d'aller bosser. C'était quelque chose qui faisait du sens pour moi. J'avais l'intention de le faire. Mais pas que. Ça avait du sens aussi pour la collectivité, pour le groupe et les groupes dans lesquels j'évolue. Parce que moi, au travail, on m'attendait. Parce que la société, je comprends qu'elle attend de moi que je bosse et que je reste pas à contempler mon jardin, bien que je vous assure que j'aimerais bien faire ça. Mais j'ai pas le temps. La société attend de moi des choses, mon collectif attend de moi des choses, donc je fais les choses, pas uniquement par rapport au sens que je leur donne, mais par rapport au sens que mon groupe donne aux choses que je fais.
Longtemps, moi, je vous l'avoue, hein, je vous le confesse, voilà, on se trompe hein, des fois dans la vie. Moi, longtemps, j'ai cru que nos managers, et j'en ai fait partie, hein, j'ai managé dans l'industrie pendant 15 ans, hein, en fait, j'ai pensé qu'ils étaient dans le déni uniquement. Ces gens-là, en fait, ils veulent pas voir la réalité. Donc, ils se inventent des histoires de génération Y, de machin, de trucs, de bons stress, pour éviter, en fait, de s'affronter les problèmes et d'avoir à les songer. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est pas suffisant. Parce que quand je dis les managers qui utilisent tous les mots qu'on a évoqués tout à l'heure, ils sont que dans le déni, si je dis ça, je les pathologise en fait. Et je suis moi-même en train d'appliquer mon cadre en fait. Je fais comme Jean Gallet avec les Dogons, je fais pareil. Je dis, bah, vous êtes manager, donc vous êtes un peu bête et vous êtes dans le déni, quoi. J'espère que tous les managers sont pas bêtes. Donc le déni est pas suffisant. Après, j'ai relu mon petit Marx hein, et je me suis dit, bah oui, finalement, le travail, c'est que de l'extorsion, de la valeur ajoutée. Hein. Bon, ça, pour le coup, c'est vrai. Et donc, les managers, ils sont complices de ça et ils sont là juste pour nous dominer, nous faire travailler, nous faire trimer, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils mobilisent toutes ces théories-là. Alors, c'est pas complètement fou non plus, mais c'est pas complètement vrai, c'est pas 100% vrai. En fait, il faut bien écouter ce que nous dit Max Weber et je pense qu'il a raison. Les managers, ils utilisent toutes ces théories-là parce que tout simplement, c'est ce qu'ils ont de disponible comme sens à leur action de manager. Le management, il va pas s'éloigner du travail, il va pas dire je regarde pas le travail parce qu'il est ignorant. Il va s'éloigner du travail parce que les théories managériales qu'on a évoquées, génération Y, bon stress, courbe du deuil, toutes ces conneries-là, bah c'est disponible en fait et c'est socialement reconnu. Je vous raconte, moi je suis rentré dans l'industrie automobile, je sortais du service militaire, j'avais donc 24 ans. 24 ans. Je me suis retrouvé manager d'une équipe de 60 personnes immédiatement. Hein. Je suis arrivé un lundi, le mercredi je partais en formation management. 1 semaine et demie, programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est tout des théories fumeuses débiles dont il n'y a absolument rien à tirer, en tout cas pour le management. Développement personnel. TB Keller, ProcessCom, j'ai tout fait pendant 1 semaine et demie. Je suis sorti de là, la tête carrée, les yeux dans les coins, comme disait Coluche. Et finalement, bah, on nous donne ce cadre et c'est votre employeur qui vous donne ce cadre. Donc ce cadre, il est valide socialement dans les limites de l'entreprise. Donc c'est disponible. Donc c'était plus facile pour moi, à qui on avait enseigné, bah, les gens, quand tu leur proposes un changement, ils vivent ça comme un deuil, donc ils vont passer par la dépression. C'est ça la courbe du deuil. Hein. Et ben, quand je voyais des gens déprimés, je disais, il fait sa courbe du deuil. Ça passera. Puis peut-être que c'est nécessaire qu'il y passe d'ailleurs, puisqu'il paraît qu'il faut qu'on y passe. Vous voyez, c'est des interprétations du monde qui sont disponibles et qui sont censées, alors pour soi si on y croit, mais qui sont censées pour l'entreprise, pour le monde du travail, pour le monde des managers. C'est pas, le manager, il cherche pas forcément à comprendre le travail. Heureusement, il y en a qui le font. Hein. Il y a des bons managers aussi. Hein. Mais nos managers, ils sont pas formés à comprendre le travail. Ils sont formés à agir. Il faut qu'ils agissent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On fait un plan d'action. Un plan d'action, il faut agir, il faut montrer qu'on agit. C'est comme nos politiques, hein, ils sont un petit peu pareils. Hop, 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 il se passe un truc, vite, on met en place une loi, machin, on légifère, on fait quelque chose. Et on va agir eh ben, dans une action qui fait sens, pour faire une action qui rentre bien dans le cadre de référence qui est instauré notamment par l'entreprise. Et ça, je crois que c'est très très fort de comprendre ça. Donc il peut y avoir du déni, il peut y avoir une posture de surplomb de la part de nos managers qui veulent nous dominer, mais il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'ils sont pris dans un système qui fait sens en fait pour eux, et tous les mots émotés du travail viennent un peu mettre toute la mayonnaise de sens autour de ce qu'ils vivent concrètement dans leur activité. Et puis de toute façon, s'ils voulaient aller traiter le malaise du travail et regarder un peu plus dans le détail et s'intéresser vraiment aux choses, et il y en a quand même beaucoup qui le souhaitent, hein, bah, c'est quand même très compliqué, quoi. Hein, je vous passe la pression des actionnaires,
Je vous passe tous les budgets, les machins. En plus, on fait les budgets au mois X et hop, à X plus 11, c'est encore le même budget qui s'applique. Donc, on n'ajuste rien au fil de l'eau. Les exigences des clients, ça, c'est pas une mince affaire non plus, hein. J'ai donné pendant plusieurs années un cours à Courcelles-sur-Yvette, hein, pour ceux qui connaissent. C'était sur le lean management, justement. C'était ce travail en juste à temps, en flux tiré, toutes ces choses-là. Et c'est pas bien. Oh, qu'est-ce que c'est pas bien? On avait les drapeaux, on disait c'est pas bien. Et moi, je commençais toujours la formation par qui ici commande des bouquins ou autre chose sur Amazon Prime? Et la moitié de la salle levait la main, hein. On peut pas s'opposer au juste à temps, au tiré, au machin, à tous ces trucs qui font souffrir les gens sur les plateformes logistiques et les petits livreurs qui font le dernier kilomètre avec des camionnettes qui louent, et cetera. On peut pas dénoncer ça et l'utiliser pour acheter ses bouquins, ses CD ou son dernier téléphone portable, hein. Faut choisir un camp d'une certaine manière, hein. Et les exigences des clients, elles pèsent beaucoup, hein, malgré tout, dans les choix d'organisation qui sont faits et que derrière nos managers, ils doivent assumer de la façon, dont, j'essaye de vous expliquer que ça se passe. Et finalement, quand on est face à tout ça, toutes ces pressions, toutes ces contradictions, Vincent de Goldjak, il a le mot juste pour parler de ça, c'est un sociologue. Il dit: «On est dans un capitalisme paradoxant». C'est-à-dire que tout ça, c'est tout des paradoxes. Il faut aller vite, mais faire bien. Il faut livrer le client, mais pas se faire mal. Il faut ci et ça, il faut tout en même temps, en fait. Donc il faut résoudre tous ces paradoxes et toutes les théories qui sont supportées par les mots MOT, qu'on a évoqués, eh ben, elles servent tout simplement à mettre une cohérence à tout ça. Alors cette cohérence, elle est de papier, hein, elle est vite, on a vite fait de la démonter, mais n'empêche qu'elle existe et qu'elle permet de donner du sens, à ce que l'on fait. Et donc de la novlangue, je vais évidemment pas détailler, je vous en ai mis plein. Si vous téléchargez le PDF, vous lirez. Là, je vais pas vous les lire, évidemment, c'est écrit en tout petit. Mais je me suis amusé. Alors moi, mes préférés, hein, c'est quand même la génération Z, hein. Pour moi, c'est quand même le top du vide. Il y a rien derrière, il y a aucune science, aucune connaissance. Mais c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Le bon stress, j'aime bien aussi. Manquer d'agilité quand même, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme modèle productif? On vous le dira pas. Et quelles sont les hypothèses qui sont encore derrière pour soutenir le modèle? Alors là, accrochez-vous bien, de toute façon, c'est tout en anglais. En ce moment, on parle beaucoup de résilience, hein. C'est un mot qu'on entend beaucoup parce que Cyrulnik est passé par là, donc on parle tous de résilience. La communication non violente, qui connaît? Non. Tout ça. Vous êtes girafe ou vous êtes coyote? Alors, vous êtes quoi, vous? Alors ça, en termes de bullshit, franchement, on touche le fond, hein. Le triangle de Karpman, je l'aime bien aussi, celui-là, on pourrait le développer longtemps. La courbe du deuil, c'est quand même un de mes préférés, faudrait que je le remonte là-haut. La pyramide de Maslow. Vous savez que Maslow n'a jamais défini de pyramide, hein. Il était dans la mouvance de la psychologie humaniste et il n'était pas du tout branché pyramide, il n'était pas égyptien déjà. L'intelligence émotionnelle, bien aussi. Et puis alors la méthode DISC, moi je l'aime bien aussi. Vous êtes rouge, vous êtes vert, vous êtes jaune, vous êtes bleu, et après on vous a bien mis une étiquette et vous rentrez bien là-dedans. Tout ça, c'est de la novlangue. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que c'est fait pour donner de la cohérence à quelque chose qui n'en a pas. Parce qu'à la fin des fins, il va falloir que quelqu'un, il vienne brancher quelque chose, il vienne serrer une vis, il vienne soigner un malade, faire une piqûre, ouvrir un machin, faire une opération à cœur ouvert. Il va falloir qu'il rédige un document technique, il va falloir qu'il fasse une commande chez un fournisseur, il va falloir qu'il aille auditer un client. Il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose. Et tout ça, ce sont des relations de pouvoir. Le management, c'est une relation de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez ce que lui, il vous demande de faire de la façon dont vous voulez le faire. Sauf que ça, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de dire que c'est une relation de pouvoir. Donc, on met derrière tout un tas de choses. On fait comme avec les dogons, quoi. Au lieu de comprendre quel est leur réel, eh bien, on vient appliquer notre façon à nous de voir les choses. Bon, on a beaucoup critiqué les managers, mais nous autres, les syndicalistes, les psychologues du travail, est-ce que ça nous arrive pas aussi des fois d'être un petit peu comme ça? On peut se poser la question, on doit se poser la question.
Si je prends la question des risques psychosociaux, tout le monde combat les risques psychosociaux, mais bon, il y a quand même beaucoup de consultantes et de consultants qui se pointent chez des clients et qui commencent par expliquer, il y a 6 risques. Tu vois à quoi je fais référence? Il y a 6 risques. Bon, bah, toi, tu es dans celui-là, vous êtes dans celui-là, vous êtes dans celui-là. Ce qu'on appelle du cherry picking, hein, du cueillage de cerises en bon français. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va chercher, donc on va aller chercher ça. Donc on vous explique, il y a 6 familles de risques psychosociaux. Bah, chez vous, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, fermez le banc. On fait pareil qu'avec les dogons. On fait la même chose, on fait la même came qu'avec les dogons. On n'analyse pas le travail. On met les gens dans des cases, on met des gens dans des catégories. Là, je critique ma profession, hein. Je me mets donc dedans, hein. Parfois aussi, quand on est syndicaliste, ça peut arriver qu'on dise, de toute façon, les managers, ils sont comme ci, les patrons, ils sont comme ça, et qu'on calque aussi une réalité, hein. Vous me direz après, si ça vous arrive de le faire. On n'est pas aux alcooliques anonymes, hein, mais on peut quand même se dire les choses. Et puis finalement, bah, tout ça, on se demande toujours, est-ce qu'il y a une personne humaine derrière toutes les étiquettes qu'on lui colle et tous les risques qu'on lui colle? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière, en fait? Et est-ce que justement, ce qu'on ne devrait pas faire, c'est renouer le dialogue avec la personne pour qu'elle nous explique son vécu, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, comment elle vit les choses, plutôt que lui dire « Ah, hop, 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 surcharge de travail, hop, 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 conflit de valeurs », et on classe les risques psychosociaux dans des catégories comme ça. Et donc, j'en termine avec les grandes questions. J'ai pu paraître un peu négatif, mais forcément, hein, on fait quelque chose d'un peu contrasté hein, quand on veut lancer le débat. Donc, j'ai mis du contraste dans ce que je vous ai raconté. Je voudrais pas pour autant qu'on jette avec l'eau du bain les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, où on a avancé quand même beaucoup sur la question du mal-être au travail. On a fait beaucoup de choses. Bon, faudrait pas qu'on s'arrête là, hein, c'est un petit peu ce que je défends. Donc je jette pas ça complètement à la poubelle. Moi, j'ai commencé dans le métier il y a combien 17 ans, je crois que j'avais compté, 17 ans. Pour ceux qui ont les cheveux de la même couleur que moi, il y a 17 ans, c'est pas si vieux, hein. On parlait encore des risques du métier, hein. C'était quelque chose qu'on lisait hein, dans la littérature, y compris dans la littérature de prévention des risques. On disait ah il va pas bien, bah c'est le risque du métier. Ah, il est tombé, bah c'est le risque du métier. C'est quelque chose qui existait, qui avait une existence. Bon aujourd'hui vous dites ça, vous êtes cloué au pilori, on vous balance des tomates et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut pas laisser dire des choses pareilles. Donc on a quand même avancé. Les risques psychosociaux, le mot est apparu, on en a fait des choses. On a passé par la période du stress au travail, on est passé par d'autres choses. Maintenant il faudrait pas qu'on glisse vers la QVT, quoi. Faudrait la qualité de vie au travail, pour ceux qui connaissent pas. Il faudrait peut-être des fois, il faut garder 20 ans de retard pour avoir 20 ans d'avance. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'a pas rien fait. On n'a pas rien fait. Maintenant, ce que nous autres, psychologues du travail, préventeurs, ergonomes, et vous autres, syndicalistes, on doit tous faire ensemble, c'est reconnaître que le travail, c'est aussi un lieu d'échange social. C'est pas uniquement quelque chose de mécanique dans lequel il y a des risques, des machins qu'on vient calquer, comme Jean Gallet a calqué sa vision de l'agriculture sur les paysans dogons. C'est un lieu de subjectivation. Ça va vous choquer, mais je pense que ça peut être un lieu d'émancipation aussi, le travail. C'est quelque chose qui peut permettre l'émancipation. Et c'est surtout et avant tout un lieu politique. Avec un grand P, j'aurais dû mettre une majuscule. C'est un lieu où il se passe des choses de politique. Donc il faut qu'on se réapproprie les mots du travail. Gen Z, c'est pas politique. Bon, stress, encore que, mais c'est pas très politique. Tous les mots qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est pas des mots politiques. Moi, je veux qu'on parle partage de la valeur ajoutée, partage de la responsabilité. Ah, ça, c'est des mots politiques. Et on peut utiliser ces mots-là dans le cadre du travail. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire en CSE, hein, quand on arrive encore à avoir un CSE. Qui a le pouvoir de nommer les problèmes? Alors moi, je suis expert, hein, c'est mon métier, hein, mais les experts, ils commencent à nous les casser. C'est pas aux experts de nommer les problèmes. C'est aux travailleurs de nommer les problèmes. C'est aux travailleurs de dire ça fait mal, ça fait pas mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça on aime, ça on n'aime pas. Peu importe le registre, les mots que vous utilisez, c'est pas aux experts de venir vous expliquer ce que vous vivez dans votre travail.
Et là, je trouve qu'on est un petit peu en train de glisser vers quelque chose où on n'entend plus tellement les travailleurs. Donc il y a toute une bagarre en ce moment qui est menée sur le fait de mettre l'écoute des travailleurs dans le code du travail. Bon, en tout cas, c'est aux travailleurs de nommer leurs problèmes. C'est pas à quelqu'un d'autre de venir vous expliquer ce que vous vivez dans votre job. Dans le mien, c'est pareil. Dans les grandes questions que je vous livre, parce qu'après on va débattre, est-ce que nous aussi, parfois, on n'a pas nos petites théories qui vont bien, parce que finalement, ça nous explique bien le monde et puis voilà, on cherche pas à gratter. Je pense notamment quand on prend certaines positions. Moi, je fais beaucoup de CSE, j'étais encore en CSE hier, j'en vois, j'en anime. Il y a parfois des prises de position qui sont pas bien plus jolies que Génération Y. Voilà. Ça mérite d'être discuté, vous me direz ce que vous en pensez. Une question qui est importante pour nous tous, c'est finalement quelle place on donne au travail en tant qu'activité. Est-ce qu'on va écouter ce que les travailleurs y vivent sur leur lieu de travail, dans leurs conditions de travail? Et c'est pour ça que je termine par cette question en guise de clin d'œil, mais moi j'ai connu l'époque de la démarche travail. Je ne sais pas si certains ici l'ont connue. Une démarche portée par la CGT, c'était quand, Christophe? C'était 2009 déjà. Ça ne nous rajeunit pas, hein. En 2009, il y avait cette démarche travail qui justement venait vraiment dans la logique de tout ce que j'ai dit là. Pour essayer d'initier une réflexion sur est-ce qu'on n'arrête pas aussi d'expliquer aux travailleurs, nous-mêmes, en tant que syndicalistes, ce qu'ils vivent et comment on se met plutôt à leur écoute pour remonter leurs attentes et construire des revendications sur la base de leurs attentes, de leur vécu et de ce que eux ils disent. Et donc, et c'est la conclusion, de leurs mots à eux. Qui définit le lexique? C'est le travailleur. Place au débat. Merci à vous.